Bonjour camarades et citoyens, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Aujourd'hui, faire une vidéo sûrement un peu longue, puisque nous allons parler plus en détail du camarade Jaurès. Donc, je vous prie, camarades et citoyens, camarades et citoyennes, d'avoir la patience de m'écouter, hein, parce que le développement va être probablement assez long. On va parler de quelques extraits de ce bouquin, hein, Études socialistes, qui sont une forme de compendium de la pensée du camarade citoyen Jaurès. Et à partir de là, nous allons montrer que Jaurès n'est pas un social-démocrate, que Jaurès est un communiste, que la social-démocratie a sali le nom de Jaurès, que Jaurès n'est pas un social-démocrate, que Jaurès est un communiste, que Jaurès n'a rien à voir avec la social-démocratie. Que Jaurès, son socialisme est collectiviste. Hein, et qu'il n'a rien à voir avec la social-démocratie, qu'il l'a récupéré pour se donner une bonne image, et qu'il a entièrement trahi et sali la social-démocratie. Jaurès est un exemple de socialisme démocratique et humaniste qui n'a rien de capitaliste, qui n'a rien de libéral ou de bourgeois, et que la social-démocratie, qui de toute façon a trahi, a voulu reprendre, on a voulu en reprendre l'image pour au final le trahir complètement. Dans une optique de renouvellement de la pensée communiste, hein, je rappelle que quand on est communiste, on n'est pas chrétien, que quand on est communiste, on ne sacralise pas des personnes, on ne sacralise pas des saints, on ne sacralise pas des prophètes, on n'est pas des dogmatiques, on ne fait pas des textes, des dogmes. Par contre, on a des références. Et quand on a des références, on a un minimum de réflexion et de cohérence à partir de là, de développement, d'approfondissement. Hein, il n'y a pas de Saint Marx, il n'y a pas de Saint Jaurès, il n'y a pas de Saint Lénine, il n'y a pas de Saint Kluskar, de Saint Gramsci, de Saint Connolly, de Saint Trotsky ou de Saint Staline ou de Saint Mao, hein, parce que bon, les trotscolâtres, les maolâtres, les stalinolâtres, les luxembourgolâtres aussi, hein, tout ce que vous voulez, ça suffit. Hein. Tout comme il n'y a pas de Saint-Babeuf, je pourrais vous citer toutes sortes d'autres figures. Hein. Hein, Saint Luxembourg, pour le coup, c'est un martyr, puisque ça fait bien poutrer la gueule par les corps francs. Hein, là où Lénine a plutôt poutré la gueule aux tsaristes et aux contre-révolutionnaires. Mais bon, la question, c'est pas de rester sur le passé bêtement, c'est plutôt de redécouvrir certaines choses qu'on a un peu trop occultées. Hein. En l'occurrence, le socialisme de Jaurès, dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, nous allons commencer quelques passages que j'ai auparavant sélectionnés. J'ai fait le travail. Hein, alors oui, j'ai pas fait de script, mais les citations plus le commentaire permettront de bien préparer la réflexion, hein, et de vous donner surtout des pistes sur lesquelles vous penserez par vous-même sur ces questions-là. Hein, mon but, pas de tout vous dicter, c'est aussi de vous donner des perspectives aussi. Hein, après, vous pouvez toujours venir sur le Discord et on peut échanger entre nous, hein, avec moi ou avec mes camarades, ou entre vous, ou tout ce que vous voulez. Hein, c'est le lieu. Hein, je rappelle que notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Matérialisme Populaire, a un serveur Discord, et vous êtes les bienvenus si bien sûr vous vous comportez correctement selon le règlement. Hein, une certaine gauche et une certaine droite qui font n'importe quoi n'ont pas leur place, mais des gens de gauche et de droite qui se comportent correctement de façon bien républicaine
et de façon pas trop libérale, libertaire ou réactionnaire, ont tout à fait leur place dans les échanges et dans les débats. Euh, Tant qu'il y a du respect, de l'humanisme, principal. Donc nous allons commencer. Quelques éléments de lecture. Je vous lis Jaurès, je vous lis pas la Bible. Hein. Donc ne soyons pas dogmatiques avec Jaurès, mais je vous lis des situations intéressantes. Hein. Je peux être en désaccord sur certains points avec Jaurès. Hein. Sur le fait que je suis plus centraliste que lui, moins régionaliste, plus léniniste, mais bon, il est mort avant que Lénine mette en face sa révolution. Que je suis plus centraliste, oui, plus radical sur la laïcité, genre Maurice Allard, vous voyez. Mais c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, d'admiration et qui me semble intéressant. Peut-être moins parlementariste, je ne suis pas anti-parlementariste bêtement comme certains en revanche. Bref. On va commencer. Je ne vous ai pas tout mis, mais je recommande chaudement la lecture d'Études socialistes de Jaurès. Que je retrouve le passage. Hein, Donc ça commence avec Jaurès qui cite Engels. Hein. Commençons. Allez. Si une chose est certaine, c'est que notre parti et la classe ouvrière ne peuvent arriver au pouvoir que sous la forme de la République démocratique. Celle-ci est la forme spécifique de la dictature du prolétariat. Comme l'a démontré déjà la Grande Révolution française. On ne peut pas se représenter que nos meilleurs militants deviennent ministres sous un empereur comme Michel. Fermez les guillemets. De ces remarquables paroles de Engels, je ne veux retenir aujourd'hui que 2 points. Le premier, c'est que pour l'illustre ami de Marx, la République démocratique n'est pas, comme le dit si souvent chez nous de prétendus doctrinaires du marxisme, une forme purement bourgeoise, qui importe aussi peu au prolétariat que toute autre forme de gouvernement. Que toute autre forme gouvernementale, pardon. C'est plus ou moins la même chose. Mais la République est, selon Engels, la forme politique du socialisme. Elle l'annonce, elle le prépare, elle le contient, même déjà en quelques mesures, puisque elle seule, elle y peut conduire par une évolution légale sans rupture de continuité. C'est donc nous qui étions fidèles à la véritable pensée marxiste. Lorsque, dans la crise des libertés françaises, nous avons défendu la République contre tous ses ennemis. Et ceux qui, sous prétexte de révolution et de pureté doctrinale, se réfugiaient tristement dans l'abstention politicienne, ceux-là désertaient la pensée socialiste. Ils désertaient aussi la tradition révolutionnaire du prolétariat français. Engels parlait de la République de 1793, de cette révolution que quelques socialistes français déclarent exclusivement bourgeoise, et qui à un moment fut, selon Engels, l'instrument approprié de la dictature du prolétariat. De la dictature prolétarienne, pardon. Or, avant-hier, en cherchant aux archives, avec Gabriel Desvilles, des documents sur la Révolution, j'ai lu avec un tressaillement de joie ce fragment d'un journal de Babeuf. Babeuf se félicite d'avoir défendu la Révolution et la République, même quand elle était aux mains des persécuteurs du peuple. Il se félicite d'avoir sauvé la République, au risque même de sauver en même temps les hommes indignes qui la représentaient. Oui, dit-il, si les royalistes n'ont pas triomphé au 13 Vendémiaire, c'est que, dans ce danger de la liberté publique, les démocrates sentirent que, pour un intérêt aussi sacré, ils devaient, au péril de leur jour, sauver ceux de leurs persécuteurs qui avaient tant trahi, mais ne pouvaient périr eux-mêmes sans qu'elle succombât. Fermez les guillemets. Les guillemets, ça commençait, oui. Bref. Admirable parole, et qui crie contre le citoyen vaillant.
crie contre le citoyen vaillant. Elle ne lui laissait rien subsister des prétextes par lesquels il essayait de couvrir son abstention et sa politique d'équilibre au jour du péril républicain, dans la crise boulangiste et dans la crise nationaliste. C'est par une usurpation de titre qu'il prétend se rattacher au babouvisme. C'est nous qui avons en ces jours troublés, fidèles au, c'est nous qui avons été, en ces jours troublés, fidèles au communisme révolutionnaire de la France. Donc là, c'est un petit passage. Là, déjà, vous voyez, déjà, Marx se met dans la continuité de la République de jacobine, dans la continuité de la Révolution française, en même temps que celle de Marx. En même temps, il évoque Babeuf, qui est une des premières figures du communisme, du militantisme communisme en France pendant la Révolution française. Il était qualifié par Marx. Babeuf a été qualifié par Marx de premier communiste réellement agissant, avec sa conjuration des égaux, qui voulait renverser le guide directoire pour établir une république de type communiste. Le mot n'existait pas, mais les idées étaient là, les idées de communauté des biens, de communauté nationale des biens et travaux, l'idée de république des égaux, de passer de l'égalité simplement des droits à l'égalité réelle, l'égalité économique, par rapport aux inégalités produites par la propriété privée lucrative. Babeuf qui était pour la collectivisation des terres. Donc, vous voyez, Jaurès se considère en fait, si vous voulez, dans son évolutionnaire révolutionnaire, qu'il y a une continuité de principes entre démocratie et socialisme. C'est ça le fondement sur lequel je vais continuer l'ensemble de mon exposé, sur son rapport le rapport du socialisme, du communisme, si vous voulez, à la dignité de l'homme, à la démocratie, et à une certaine conception de l'histoire qui va dans un certain sens, d'un certain progrès, un progrès de l'homme, de l'humanisme. Bien sûr. Voilà. Et sur tout un tas de développements qui vont se faire sur la propriété, qui sont tout à fait intéressants, et même sur la question rurale. Donc je vais continuer. Autre passage où notre ami, le camarade Jaurès cite Marx. Va justement parler de l'évolutionnaire révolutionnaire. Faut que je trouve le... Comment passer de la société bourgeoise à la société communiste? Par quel chemin? Par quelle évolution? C'est là, j'ose le dire, le problème qui est toujours présent à notre pensée. C'est à la solution théorique et pratique de ce problème que nous avons donné, sans réserve et sans retour, tout notre effort d'esprit, tout notre effort d'action. Un moment, dans l'éblouissement de la grande victoire socialiste de 1893, dans le juste orgueil de l'action croissante exercée par notre parti, j'ai cru le triomphe total et final plus voisin de nous qu'il ne l'était. Que de fois, alors, le citoyen vaillant m'avertissait de ne point me laisser aller à cette dangereuse illusion. Que de fois, alors, nous a-t-il mis en garde contre les prophéties à court terme de Gued et la mystique attente des catastrophes libératrices. Mais même dans cette période d'espérance toute prochaine et enflammée, je n'ai jamais négligé l'œuvre de réforme, et toujours je m'efforçais de donner à nos projets de réforme une orientation socialiste. Je n'y voyais pas seulement des palliatifs aux misères présentes, mais un commencement d'organisation socialiste, des germes de communisme semés mais en terre capitaliste. Lorsque je repris les cahiers des paysans révolutionnaires de 1789 et demandai que l'État préludât par le monopole d'importation des blés à l'institution d'un service public d'approvisionnement que les syndicats ouvriers et paysans eussent géré avec la nation elle-même, lorsque je demandais dans le grand et long débat sur le sucre la socialisation
des raffineries et des fabriques de sucre qui eussent été administrées sous le contrôle de la nation par la classe ouvrière, organisée, contractant pour l'achat et la betterave avec des syndicats de producteurs paysans et avec des ouvriers agricoles assurés d'un minimum de salaire, lorsque je demandais l'expropriation des mines, dont la direction eût été confiée à un conseil du travail comprenant des représentants de l'État, des représentants de toute la classe ouvrière et des ouvriers mineurs, je ne me préoccupais pas seulement de limiter la puissance capitaliste, d'élever la condition des prolétaires, je me préoccupais surtout d'introduire jusque-là, dans la société d'aujourd'hui, de nouvelles formes, des formes nouvelles de propriété, à la fois nationale et syndicale, communiste et prolétarienne, qui fissent peu à peu éclater les cadres du capitalisme. C'est dans cet esprit que lorsque la Verrie ouvrière fut fondée, je pris délibérément parti contre les amis de Gued, qui, dans les réunions préparatoires tenues à Paris, voulaient la réduire à n'être qu'une Verrie aux verriers, simple contrefaçon ouvrière de l'usine capitaliste. Je soutins de toutes mes forces ceux qui voulurent en faire et qui en ont fait la propriété commune de toutes les organisations ouvrières, créant ainsi le type de propriété qui se rapproche le plus dans la société d'aujourd'hui du communisme prolétarien. J'étais donc toujours dirigé par ce que Marx a nommé magnifiquement l'évolution révolutionnaire. Elle consiste, selon moi, à introduire dans la société d'aujourd'hui des formes de propriété qui la démentent et qui la dépassent, et qui annoncent et préparent la société nouvelle, et par leur force organique hâtent la dissolution du monde ancien. Les réformes ne sont pas seulement à mes yeux des adoucissants. Elles sont, elles doivent être des préparations. Voilà. Donc là déjà, on vous a pas mal introduit l'idée de base, hein, d'évolutionnaire révolutionnaire, hein, introduction du texte, du livre, du bouquin, qui est un concept fondamental, hein, chez Jaurès. Hein, c'est à cause de ça qu'on l'a accusé de réformisme. Hein. Alors oui, il est pour des réformes légales afin de permettre une transformation révolutionnaire de la société. Hein. Et ce n'est pas du socialisme utopique, c'est que Jaurès considère qu'il faut utiliser les moyens légaux pour arriver au pouvoir et développer le socialisme. Pas tout péter comme un dingo, comme le font certains gauchistes aujourd'hui, mais essayer de préparer les formes juridiques, institutionnelles, économiques qui permettent de lutter contre le capitalisme. Et donc, ce n'est pas simplement on va tout péter, on va faire la révolution comme certains gauchistes le font. Jaurès, lui, au contraire, c'est on va construire le socialisme, on va essayer de tirer les choses vers le haut. Et c'est un communiste. C'est un vrai communiste pour le coup. Pas un crétin de gauchiste. Donc on va emboîter sur la partie sur la ruralité, hein, où d'ailleurs notre ami Jaurès cite encore Marx, hein, pour ceux qui en douteraient. Hein, et c'est tout à fait intéressant de son optique, c'est de concilier la paysannerie avec le prolétariat. C'est quelque chose de tout à fait édifiant de ce côté-là. Donc on l'écoute encore une fois. Hein, parce que moi, j'aime pas trop quand certains gauchistes veulent se mettre les paysans à dos. Hein, je précise. En étant des dogmatiques qui ne comprennent rien et qui font peur aux paysans. Bref. On commence. Alors, Marx a dit que la révolution sociale
Marx a dit que la révolution sociale serait au meilleur marché possible si elle pouvait indemniser les détenteurs actuels du capital. Il voulait dire par là qu'il y avait intérêt pour le socialisme révolutionnaire à éviter l'exaspération suprême de la vieille société expropriée et les longues convulsions destructrices de richesse. Il est encore temps, pour la transformation de la propriété rurale, de recourir à des procédés amiables. L'État, les communes, les coopératives pourraient, soit par des obligations assez rapidement amorties, soit par des assignations sur les produits agricoles concentrés dans les magasins communaux, coopératifs et sociaux, commencer la transformation de la grande propriété foncière en propriété sociale, avec un triple caractère national, communal, syndical. Les petits propriétaires ne seraient nullement effrayés par cette transformation graduelle qui ne menaceraient point et qui aurait des formes juridiques. Ils se rattacheraient bientôt par des liens volontaires aux grands centres d'action formés par la propriété communale ou coopérative. Ah, donc ça c'est déjà un point. Je précise ce point-là parce que on a beaucoup de gens aujourd'hui qui se mettent à dos les paysans, les petits paysans qui n'ont rien à voir avec les grandes propriétés terriennes. On a la question de l'échelle qui est évoquée avec les caractères national, communal, syndical. Et oui, il y a une partie dans laquelle, je ne vais peut-être pas la citer, mais dans laquelle il évoque que de toute façon les petits paysans, il ne le dit pas de la même façon que moi, mais que les petits paysans n'ont pas vraiment de propriété, puis, bon, voilà, elle est un peu niée entre parties par le système capitaliste lui-même. Bref. Marx en parle déjà dans le manifeste quand il parle de l'appropriation des produits sociaux et qu'il dit que que la grande industrie, par son progrès, a effacé la petite propriété bourgeoise, la propriété de la petite bourgeoisie au niveau des artisans, commerçants et compagnie. Hein, le mécanisme de concurrence en fait. Hein. Et le mécanisme aussi d'endettement, de vente de la production aujourd'hui avec le machinisme, il parle un peu de la question du remplacement des bras par les moissonneuses, Jaurès. Je ne vais pas évoquer non plus en détail l'aspect technologique qui, en plus, est très complexe hein, et qui nous sépare de plusieurs siècles de Jaurès quand même. Hein, hein, de près de près d'un siècle, à deux siècles à 2 siècles. Il s'en passe des choses déjà en quelques décennies, donc en 50 ans, il s'en passe des choses. Il s'en passe des choses au niveau agricole en 50 ans. Donc bon, 50 en 100 ans, vous imaginez, Jaurès, c'est en plein 19e siècle, c'est pas au 20e siècle. Il s'est passé pas mal de choses au 20e siècle, en question modification du monde paysan. Donc 19e siècle, c'est encore autre chose. Si on remonte plus loin, c'est encore autre chose. Bon, qui sait ce que ce sera demain hein demain, si on n'apporte pas tout dans notre pays, hein, avec la mondialisation. Bon, bref, on va reformer la parenthèse. Et justement, on va parler un peu de ce genre de questions, un peu sur l'importation, ce genre de trucs. Sur le prix et le commerce. Donc on reprend Jaurès. Et si le blé, le vin étaient acquis par des fédérations de coopératives et par des fédérations de communes, si le prix en était déterminé selon l'abondance de la récolte, les frais d'exploitation scientifique et de perfectionnement et le salaire normal des travailleurs employés à la culture, les propriétaires paysans affranchis de la spéculation, du parasitisme mercantile, de l'anarchie du marché, travailleraient avec la certitude allègre d'une rémunération équitable. Ce collectivisme de l'échange ne les effraie nullement. Ainsi, le système actuel de la propriété foncière est travaillé par des causes profondes de révolution. Que les socialistes développent les coopératives de consommation qui leur proposent comme un de leurs buts les plus importants l'acquisition de vastes domaines ruraux où elles s'approvisionneront en partie. Qu'ils organisent les syndicats de prolétaires ruraux, qu'ils propagent dans les campagnes l'idée d'un service public d'approvisionnement qui, par les communes et les coopératives, se substituerait à la spéculation des blés, à la grande meunerie, au négoce des vins qu'ils donneraient aux paysans, aux salariés, aux métayers, aux petits propriétaires. La notion exacte du rôle
immense que devrait jouer la commune dans la vie économique, qu'il rattache ainsi selon les besoins des temps nouveaux aux souvenirs persistants de la propriété communale d'autrefois, primitifs et rudimentaires, qu'ils imprègnent peu à peu d'esprit communal socialiste les municipalités rurales, et la France agricole évoluera d'un mouvement puissant vers un communisme vivant et libre, où le travail sera souverain, où toutes les énergies individuelles se déploieront sans entrave et sans conflit dans l'harmonieuse justice. Bon, alors aujourd'hui, voilà, il faudra un peu moderniser ça parce que on n'a pas fait dans le mouvement ouvrier aujourd'hui, on voit, enfin, l'ouvrier ou ce qu'il en reste, on, on n'est pas assez implanté dans le monde paysan qui en plus est dépeuplé aujourd'hui par rapport à l'époque de Jaurès. Hein, mais il y a tout un travail à faire autour des campagnes, malgré tout, parce que c'est quand même ceux qui nous nourrissent, les paysans. On développera plus loin sur la propriété privée, hein, avec les évolutions historiques que mentionnera Jaurès en termes de rapport de production. Euh, mais voilà, une grande propriété, un petit propriétaire et un ouvrier agricole, c'est pas la même chose. Bon. Il y a aussi le phénomène d'endettement, de débouchés commerciaux pour les paysans aussi qui aujourd'hui se galèrent. Donc il y aurait des choses à faire. Hein. Hein, si on nationalisait des grandes industries agroalimentaires, on pourrait mieux rémunérer les paysans. Hein, à leur juste prix, alors que l'industrie agroalimentaire se gave sur le dos des paysans, qui ne peuvent pas écouler non plus leur stock sur le marché du dimanche ou du samedi, hein, à des prix plus équitables, qui acquièrent leur matériel agricole avec la mécanisation en s'endettant auprès des banques. Il faudrait les nationaliser, les banques, et rembourser les paysans, par exemple, et même fournir du matériel agricole pour les paysans. Ça pourrait se faire par des processus collectivistes qui permettre un accès à ces moyens de production. Notamment si on nationalise l'industrie lourde, on peut en produire des tracteurs et sans passer par des parasites de l'industrie privée, hein, des entreprises privées. Et on peut donner aux paysans ce qu'ils méritent, c'est-à-dire des bons tracteurs. Hein, voilà, on va continuer sur notre lancée avec un petit résumé aussi. Lanze Bosch. Hein, j'ai parlé du monde rural, de la République et socialisme avec l'évolutionnaire révolutionnaire. Hein, on va continuer sur l'idée jaurésienne. Ça ne va pas être long sur ce point-là. Dans tes poches, dans l'immense transformation sociale qui se prépare, le prolétariat, c'est maintenant avec certitude. C'est maintenant avec certitude la direction qu'il doit suivre. Il connaît assez distinctement les grands traits du régime nouveau qu'il veut et doit instituer. Il sait que la puissance du travail organisé se substituera à la puissance du capital, que tout prélèvement du capital sur le travail sera aboli, et que le désordre de la production capitaliste et mercantile fera place à un ordre de production réglé par la science elle-même, d'après les besoins de tous et de chacun. Le prolétariat sait que pour l'organisation du travail affranchi et souverain, que pour l'organisation du travail affranchi et souverain devienne possible, il faut que la collectivité sociale, la communauté, communisme, en parenthèse, on va dire, que la communauté, que la collectivité sociale, la communauté, substitue son droit au droit actuel de la propriété privée. Tant que des particuliers, des classes détiendront les moyens de produire, il est clair que l'autorité sur un grand nombre d'individus sera détenue et exploitée par quelques-uns. L'intervention de la communauté elle-même dans la propriété est donc nécessaire pour que le droit de tous les individus soit respecté. De là la grande idée collectiviste ou communiste de la propriété sociale, qui est la lumière du prolétariat socialiste, en son effort multiple et tourmenté. Donc, là, ça donne une bonne idée du socialisme de Jaurès qui est collectiviste. On va continuer sur notre lancée hein, pour tous ceux qui n'entendraient pas que Jaurès serait un horrible sosdème. Hein, 15 à 17. Alors oui, là, on va modérer avec encore une fois en parlant du mouvement rural, parce que nous ne sommes pas d'horribles staliniens qui en ont contre les paysans,
toute la propagande sur les koulaks et compagnie. En plus les koulaks, c'était pas les paysans, c'était une partie des paysans plus riches que d'autres, hein. Et il y avait des petits paysans qui étaient anti-koulaks parce qu'ils avaient rien et qui du coup parce qu'il n'y avait pas trop besoin tellement de l'intervention du Parti communiste en Union soviétique pour la décolonisation, hein. Les paysans aussi s'y mettaient, hein. Les petits paysans à vouloir les richesses des plus gros. Euh, Regardez les conférences de Ludo Mertens sur la question, notre feu camarade Ludo Mertens sur cette question. Ludo Mertens qui a fait de très bonnes conférences sur l'anticommunisme trotskiste, au passage, qui est tout à fait intéressant sur le sujet. Mais bon, on va revenir à nos moutons, hein. On ne va pas parler de Trotsky et de Staline qui sont morts et enterrés, hein, ni des Trotskolates ni des Maolates, on va parler de Jaurès encore. Hein, donc, on continue sur notre lancée, camarades et citoyens et citoyennes. Certes, jamais les socialistes n'ont prétendu faire entrer de force la propriété paysanne dans le cadre communiste. Nos aînés, nos maîtres, ont toujours dit que seul l'exemple de la grande production agricole entraînerait les propriétaires paysans à abandonner la culture parcellaire, la propriété morcelée. Excusez-moi. Mais cela même est insuffisant. Et nous représentons l'évolution de la vie rurale d'une manière trop sèche, trop mécanique. Non seulement ce n'est pas d'un coup d'autorité, mais c'est même par l'action toute extérieure de l'exemple, ce n'est ni par la compression, ni seulement par l'attraction que la propriété paysanne entrera dans le mouvement communiste. C'est au moins en partie par l'évolution interne de sa propre vie. Une des tâches essentielles du socialisme sera de donner aux propriétaires paysans, le sens vif, la conscience nette du changement qui s'accomplit obscurément en eux. Quand on le leur fait remarquer, ils s'étonnent un moment, puis ils reconnaissent l'étendue du changement qui se fait peu à peu dans les habitudes et les pensées. Et c'est en prolongeant, en systématisant ces tendances nouvelles que le socialisme prendra contact avec la vie et lui empruntera sa force. Cette coopération, encore superficielle et limitée, devra s'étendre, s'assouplir, s'organiser. Et bien des régions, des grands travaux de perfectionnement agricole seraient nécessaires. Défoncement, drainage, nivellement ou adoucissement des pentes, charrois d'engrais, apport de terre, aménagement des eaux. Il se peut que la nation soit appelée à encourager, à subventionner ces travaux, car il est prodigieux qu'il y ait des travaux publics de communication et qu'il n'y ait pas des travaux publics de production. Mais il est bien clair qu'il faudra la collaboration active, intelligente des producteurs eux-mêmes. Or, cette collaboration, cette coopération commence à apparaître comme possible depuis que des habitudes communistes s'insinuent dans le travail paysan. Là. Du coup, voilà, vous avez quand même l'idée qu'on peut très bien, doucement, amener les paysans au socialisme chez Jaurès. Cet optimisme-là, sans agir comme des tyrans avec eux, on peut les mettre en confiance sur ces sujets-là. Regardez tout ce qui est de même façon qu'il y a le modèle dans le monde plus urbain et industriel des SCOP et des SCIC, donc des sociétés de coopératives ouvrières, de production, de participation, bref, des sociétés coopératives et des sociétés de crédit, en fait, coopératives de crédit et coopératives de production ouvrière, avec une économie ce qu'on appelle une économie participative, voilà, qui sont des germes d'un modèle coopératif. Ben, il existe des trucs comme les GAEC, les groupements agricoles d'exploitation en commun, qui peuvent être développés éventuellement pour un socialisme paysan. On peut aussi faire des réformes agraires, mais ça va pas assez loin. Enfin, mais les choses se font avec le temps. Hein, et avec le temps et l'intérêt de la paysannerie, sans compter les efforts de division du travail, de toute
tout le travail qu'a à faire un paysan aujourd'hui, réparation des machines, soin du bétail, fourrage, fusée à grêle, enfin bref, vous voyez, moi j'ai un oncle hein, qui, avant de prendre sa retraite, était paysan. Je peux vous dire que quantité de travail, il devait s'y coller. Hein. Faut pas être la moitié d'un imbécile pour être paysan. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se disent que paysan c'est un métier de pecno. Ils n'ont pas compris que pour faire fonctionner une ferme, il faut être intelligent, il faut en avoir dans le ciboulot. C'est pas parce que c'est un métier manuel, mais c'est certainement pas un métier répétitif. C'est un métier où il faut maîtriser beaucoup de compétences. Et j'ai une admiration énorme pour ceux qui nous nourrissent et ceux qui en souffrent et qui sont passionnés néanmoins par ce métier. Je le dis, hein, là je fais du sentimental, mais bon, c'est sincère et je défie qui que ce soit de me dire que je ne suis pas sincère sur ce sujet. J'en chialerai presque. Bref, on va continuer parce que bon, j'ai pas pu pleurer là-dessus. On veut continuer sur certains progressismes au sens historique et réel, rien à voir avec le gauchisme d'aujourd'hui et le néo-progressisme, qui est le progressisme dans son sens historique, ou plutôt le républicanisme en fait. Le sentiment démocratique, laïque, anticlérical. Hein, le vrai progrès, le progrès scientifique, le progrès de la raison, le progrès des Lumières, le progrès de la République et de la Révolution française, celui de la nation. Là, on a Jaurès qui critique Jules Guesde et son ouvriérisme un peu sec. On pourrait être d'accord avec certains aspects ouvriéristes de la rhétorique de Guesde, hein, mais d'un point de vue théorique, de la pensée politique, c'est un peu sec. Même si même s'il faut éviter la collaboration de classe, c'est évident. Donc, du coup, notre ami Jaurès dit à ce propos. D'un côté, le Parti ouvrier français interprète la lutte des classes dans le sens le plus étroit, si nettement répudié par Marx. Il déclare volontiers qu'en dehors du prolétariat proprement dit, toutes les forces sociales ne forment qu'un bloc réactionnaire. Il affecte de ne pas distinguer entre les diverses catégories des classes possédantes et entre les divers partis. Il affecte de ne pas distinguer entre les diverses catégories des classes possédantes et entre les divers partis. Il met sur le même plan, il coud dans le même sac les réactionnaires, les modérés, les radicaux, dans le même sac, les réactionnaires, les modérés, les radicaux socialistes. Il affirme qu'entre les cléricaux et les démocrates, même d'extrême gauche, le peuple ouvrier n'a aucune différence à faire. Et même, comme les radicaux démocrates, pourrait surprendre plus aisément, par quelques formules de progrès social, la confiance populaire. C'est eux que l'on dénonce avec le plus de virulence. Voilà un des aspects de la pensée du Parti ouvrier français. Voilà une de ses tactiques. C'est celle qui a joué à Lille au premier tour de scrutin. Mais il y a un autre aspect, et il y a une autre tactique. Foncièrement, malgré l'affectation d'intransigeance de classe, les ouvriers socialistes du Nord, adhérents du Parti ouvrier français, sont républicains, démocrates et anticléricaux. Ils savent que la République est, au moins en France, une force populaire, une condition du progrès. Et ils sentent aussi qu'elle est un commencement de socialisme et la forme politique du collectivisme. Ils sont démocrates, ils tiennent passionnément à l'égalité des droits politiques, au suffrage universel, à la portion de souveraineté que le peuple peut conquérir dans les municipalités, dans les conseils généraux, au Parlement. Enfin, ils veulent arracher à l'Église sa puissance politique, ses privilèges sociaux et sa dotation budgétaire. Ils veulent l'exclure de tous les services publics, de l'enseignement, de l'assistance, et la réduire à être une association privée, jusqu'à ce que le progrès des Lumières, l'influence de l'éducation publique laïque et le relèvement social des opprimés aient séché peu à peu des habitudes et des croyances qui ont encore des racines tenaces dans le prolétariat comme dans la bourgeoisie. Parce qu'ils sont républicains, démocrates, anticléricaux, ils ont de grands intérêts communs avec les partis non socialistes qui veulent maintenir la République, développer la démocratie, combattre les privilèges de l'Église. Ils font donc nécessairement une différence entre les partis qui soutiennent et les partis qui combattent les républiques.
la démocratie, le libre examen. Alors, sur cet aspect-là, faudrait actualiser la pensée de Jaurès, parce que nous avons une gauche aujourd'hui qui n'est plus la même du tout qu'à l'époque de Jaurès. On a une gauche qui a oublié la nation, qui a oublié la République, qui a oublié la critique de la religion qu'elle avait auparavant. Hein. Aujourd'hui, on a une gauche qui sacralise autant l'islam que la droite auparavant sacralisait les curés. Hein. On a une gauche qui est catho en l'ignorant, mais elle est catho avec les islamistes, enfin, avec l'islam. Hein. On a une gauche qui n'est plus bouffeuse de curés, fondamentalement. Donc il faut renouveler ce qu'on disait exactement sur les cléricaux avec l'Église catholique, le dire la même chose sur les imams, sur le frérisme, sur la taquilla de certains islamistes qui font de l'entrisme, sur tout un tas de choses, hein, parce que la religion est l'opium du peuple, rappelons-le, camarades. Hein, pas que les croyants n'aient pas le droit de croire, hein, mais que le pouvoir psychologique, hein, de la religion, le pouvoir psychosocial, est très largement un outil de domination de classe, sans compter un outil de division des classes populaires, sans compter l'irrationnel, hein, de positions pas très scientifiques de la part des religions, que ce soit le christianisme, l'islam, le judaïsme, le bouddhisme, l'hindouisme, tout ce que vous voulez en isme, voilà, et qui n'ont rien à voir avec le matérialisme et tout avec l'idéalisme. Voilà, donc on doit prendre en compte ça. On doit prendre en compte que la gauche et la droite d'aujourd'hui n'ont rien à voir, que le clivage gauche-droite est un peu pété du cul, parce qu'ils ont oublié du HUC, pour éviter la censure, parce que, et l'autocensure d'aujourd'hui, hein, qu'on a des gens qui sont peu soucieux de démocratie, d'institutions et de penser le droit, les institutions et la nation aujourd'hui à gauche, la souveraineté, les frontières, la monnaie, hein, des choses qui nous permettent de lutter contre le capital, d'établir une démocratie, d'avoir le continuum de l'égalité en droit à l'égalité sociale, hein, l'égalité des opportunités économiques. Enfin, je ne parle pas en capitaliste quand je parle de ça, je parle du fait qu'on n'aura pas un égalitarisme bête et méchant. Hein, ce sera à travail égal, salaire égal, hein, comme dans le modèle soviétique, hein, qui disait, en URSS, on disait un peu séquement, qui ne travaille pas, ne mange pas. Pas qu'on privait les gens de bouffe quand ils ne pouvaient pas travailler, mais que on conditionnait quand même le salaire, la rétribution au travail, parce que les ressources ne sont pas limitées, qu'il faut bien que tout le monde s'y mette, et ceux qui ne peuvent pas travailler, ils ont droit à des aides et un secours public. Les staliniens qu'on décrit tant ne sont ni des monstres stratégiques d'extrême droite, contrairement à ce que disent certains gauchistes. Sans vouloir faire le stalinolâtre, il faut le reconnaître. Hein, L'URSS, hein, je précise au passage, c'est ni un modèle parfait, ni un modèle, ni le cauchemar absolu, ni le paradis sur Terre. C'est un essai historique dans des conditions spécifiques en Russie au XXe siècle, dans des conditions extrêmement difficiles. Ils essayaient de créer une nouvelle société. Il y avait des problématiques, il y avait des problèmes déjà avec la théorie marxiste de base sur le dépérissement de l'État et la vision hegelienne de l'histoire qui ont un peu conduit à certains désastres et à la justification de facto du parti unique qui n'était pas tellement dans la Constitution de 1936, hein, qui reconnaissait les libertés d'association. Ils sont consacrés le parti comme parti d'avant-garde, mais pas comme parti unique. Hein, c'est son organisation interne, de toute façon, le parti d'avant-garde, mais d'éducation populaire des masses. Bref. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur l'URSS et la Constitution de 1936 et toutes ces questions autour de l'appareil d'État russe et de l'histoire russe. Mais bon, là on est français, hein, et on fait du socialisme à la française. Chaque nation ayant ses spécificités, bien sûr. Et en l'occurrence, on doit penser la nation en France, tout comme en Italie, en Grèce, en Chine, en Espagne, en Mexique, bref. Et bon, là c'est le contexte français, hein. Notre ami Jaurès se place dans la continuité des Jacobins.
Euh, on va aller dans la continuité du texte, du coup, hein, et toujours dans l'évolutionnaire révolutionnaire, hein, puisque, comme je parle, hein. Et là, il explique un peu sa pensée, notre camarade Jaurès. Je dis que la classe ouvrière ira de défaite en défaite si elle ne met pas plus d'unité dans sa tactique. Si, dans l'espace d'une quinzaine, et en vertu de théories de théories absolument inconciliables, elle proclame qu'entre les démocrates bourgeois et les cléricaux, il n'y a aucune différence, pour faire aussitôt appel aux démocrates contre les cléricaux. Et si tantôt elle resserre la lutte de classe jusqu'à l'intransigeance la plus sectaire, et tantôt l'assouplit et l'élargit jusqu'au concept bienveillant accueillant de solidarité républicaine, mais il y a une autre contradiction de méthode qui arrêterait toute croissance, toute action du prolétariat. Et là, on va continuer. Je pose de commentaires. Et là, on va continuer réellement sur l'évolutionnaire révolutionnaire et sur les pseudo-révolutionnaires de salon, hein, qui font des accusations de réformisme. Hein. On continue. La classe ouvrière veut des réformes. J'entends des réformes profondes, immédiates. Elle en a besoin pour vivre, pour ne pas fléchir sous le fardeau, pour aller d'un pas plus ferme vers l'avenir. Elle a besoin de lois d'assistance. Elle a besoin que sa force de travail soit protégée. Elle a besoin que la loi ramène à des proportions humaines la durée quotidienne du labeur. Elle a besoin que l'âge d'admission des enfants dans les usines soit élevé pour qu'ils puissent recevoir une assez haute culture. Elle a besoin que l'inspection du travail soit plus sérieusement soumise à l'action du prolétariat lui-même. Elle a besoin que la puissance sociale et légale des syndicats soit renforcée, qu'ils deviennent de plus en plus les représentants de droit de la classe ouvrière. Elle a besoin que des institutions sociales d'assurance contre la maladie, la vieillesse, l'invalidité, le chômage soient établies. Elle a besoin d'être introduite peu à peu comme classe dans la puissance économique, dans la propriété. Et elle aura un grand intérêt si les services capitalistes, mines, chemins de fer sont nationalisés, à obtenir que les syndicats ouvriers de ces corporations soient associés à l'État dans la gestion et le contrôle des nouveaux services publics. Elle aura un grand intérêt à être représentée de droit par ces syndicats dans les conseils d'administration des 6000 sociétés anonymes, civiles ou commerciales, qui détiennent le grand nombre, qui détiennent le grand commerce et la grande industrie. Elle aura intérêt à exiger, à obtenir qu'une part des actions soit réservée de droit en toute entreprise aux organisations ouvrières, ainsi, afin qu'ainsi, peu à peu, le prolétariat pénètre au centre même de la puissance capitaliste, et que la société nouvelle sorte de l'ancienne avec cette force irrésistible révolutionnaire dont a parlé Marx. Fermez les guillemets, du coup, sur ce passage. Je vous rappelle du coup que au 19e siècle, les enfants travaillaient à l'usine. Hein. Je vous rappelle qu'on n'avait pas tous les services publics qu'on a maintenant. Je vous rappelle que se couper des élections, se couper d'un moyen de lutte qui soit syndical, juridique, administratif, électoral, tout ce que vous voulez, c'est ce que Lénine d'ailleurs appelait du gauchisme, c'est stérile. Jaurès vous parle d'une méthode pragmatique de lutte, passée par les institutions, passée par le droit. D'ailleurs, considérer que le droit est en soi bourgeois, c'est débile. Il faut établir un droit prolétarien, petit à petit certes, mais si on est nihiliste sur la question du droit, sur la question des institutions, et au nom d'un économisme abstrait, hein, on est foutu. Hein, d'un économisme sans l'économie, au final. Enfin, sans savoir que voilà, je ne vous referai pas Gramsci sur
le fait que il y a une influence de la superstructure sur l'infrastructure, et là, comme il y en a une de l'infrastructure sur la superstructure, qui a des liens entre les deux, qui a l'hégémonie culturelle à conquérir. Hein, quelque part, on pourrait dire dans certains aspects que Gramsci est la continuité de Jaurès. Mais voilà, hein, on a, on a, on a à prendre tous les moyens qui sont les nôtres. Hein, si on nie l'aspect légal des choses, on nie la capacité d'organisation des syndicats, des partis politiques, des associations, de toutes les organisations de masse qui en plus permettent même une révolution plus corsée. Hein, donc voilà, hein, les gauchistes en PLS, hein, quand vous parlez de cramer des poubelles pour faire la révolution, hein, si vous êtes révolutionnaire, vous travaillez dans les institutions. Jaurès en parle, Lénine en parle, pas de la même façon certes, de façon surtout très médiatique chez Lénine, façon plus légale et juridique chez Jaurès. Dans les deux cas, on parle du fait de ne pas marginaliser le mouvement ouvrier ou de nuire à sa capacité d'organisation. Hein, on va aller un peu plus loin, hein, sur un passage dans lequel Jaurès parle de dignité humaine, parle de démocratie au final, sa conception de l'homme, de la dignité humaine, de sa critique du capitalisme qui rejoint exactement celle de Marx. Hein, on ne pourra pas dire que Jaurès est un social-démocrate dans cette critique du capitalisme, certes moral, mais évacuer le moral du politique, c'est stupide. Certes moral, mais pas que, en fait. Juste réaliste. Donc, voilà. On va commencer tout de go. L'idée socialiste est claire et noble. Nous constatons que la forme actuelle de la propriété divise la société d'aujourd'hui en deux grandes classes, et que l'une de ces classes, celle des prolétaires, est obligée pour vivre, pour exercer en quelque mesure ses facultés, de payer une sorte de dîme à la classe capitaliste. Voici une multitude d'êtres humains, de citoyens, ils ne possèdent pas, ils ne peuvent vivre que de leur travail, et comme pour travailler, ils auraient besoin d'un coûteux outillage qu'ils n'ont pas, de matières premières et d'avances qu'ils n'ont pas. Ils sont obligés de se mettre à la disposition d'une autre classe qui possède les moyens de production, le sol, les usines, les machines, les matières premières et des ressources monétaires accumulées. Et naturellement, la classe capitaliste et propriétaire, usant de sa puissance, fait payer à la classe prolétarienne une large redevance. Elle ne se borne pas à récupérer les avances faites par elle et à amortir l'outillage. Sur le produit du travail ouvrier et paysan, elle prélève tous les ans et indéfiniment une part notable. Fermage, rente du sol, loyer des immeubles urbains, arrérage de la rente de l'État, revenus des actions et obligations, bénéfices industriels, bénéfices commerciaux. Ainsi, dans la société d'aujourd'hui, le travail des prolétaires ne leur appartient pas tout entier. Et comme dans notre société fondée sur la production intensive, l'activité économique est une fonction essentielle de toute personne humaine, comme le travail est une partie intégrante de la personnalité, la personne des prolétaires ne leur appartient pas tout entière. Ils aliènent une part de leur activité, c'est-à-dire une part même de leur être au profit d'une autre classe. Le droit humain en eux est donc incomplet et mutilé. Ils ne peuvent plus faire un acte de la vie sans subir cette restriction du droit, cette aliénation de la personne. À peine sont-ils sortis de l'usine, de la mine, du chantier, ou ont-ils abandonné une partie de leur effort pour créer le dividende et le bénéfice, à peine sont-ils entrés dans le pauvre appartement où est entassée leur famille, nouvel impôt, nouvelle redevance pour créer le loyer. En même temps, l'impôt d'État sous toutes ses formes, impôt direct ou indirect, rogne leur salaire déjà 2 fois rogné. Non pas pour pourvoir seulement à des dépenses de civilisation et d'intérêt commun, mais pour assurer l'écrasant service de la rente au profit de la même classe capitaliste.
ou pour entretenir de formidables et inutiles armées. Enfin, quand, avec le résidu du salaire ainsi entamé, le prolétaire va acheter les denrées nécessaires à la vie de chaque jour, ou bien, faute de suffisante avance et de temps, il s'adresse aux détaillants et il subit ainsi la charge de toute une organisation surabondante d'intermédiaires, ou bien il s'adresse aux grands magasins, au bazar, il doit assurer en sus des frais directs de manutention et de réparation de la marchandise, le bénéfice à 10 ou 12% du grand capital commercial, comme la route féodale encombrée et coupée presque à chaque pas de droits de péage, la route de la vie est coupée pour le prolétaire par les droits féodaux de tout ordre que lui impose le capital. Il ne peut ni travailler, ni se nourrir, ni se vêtir, ni s'abriter sans payer à la classe capitaliste et propriétaire une sorte de rançon. Et non seulement il est atteint dans sa vie, mais il est atteint dans sa liberté. Bon, voilà. Donc vous voyez, Jaurès là nous montre que le capitalisme est inhumain, antidémocratique, liberticide. Hein. Alors il parle de l'impôt. Évidemment aujourd'hui la situation de l'imposition n'est plus est beaucoup plus. On a un impôt progressif, on a des services publics, on n'a pas le même rapport à l'imposition. On fait un peu trop d'exemptions pour les patrons, hein, qui, on va dire, les patrons nous parlent d'assistanat, hein, les bourgeois. Ils aiment bien parler d'assistanat pour les pauvres. On pourrait aussi parler de l'assistanat, hein, de nos chers capitalistes, hein, qui se font torcher les fesses par leurs boniches, qui ont des médecins privés, euh, des femmes de ménage. Parfois, ils les engrossent, leurs femmes de ménage, mais bon. Hein, parfois, la femme de ménage n'est pas qu'une femme de ménage. Hein. Euh, c'est pas tous des DSK au Carlton, mais bon. Et bon, ils ont aussi des avocats privés, au passage, en plus d'avoir des médecins privés, ça peut faire l'affaire pour ça. Des secrétaires, pareil que les femmes de ménage, hein, pour certains bourgeois. Euh, Ils ont tout un tas, toute une armée qui les assiste. Hein, ce sont des assistés dans la vie personnelle. Et ce sont des assistés vis-à-vis de l'État qui peut très bien renflouer certaines entreprises, faire des exemptions fiscales. Et ils osent parler d'assistanat pour les miséreux. Hein. On peut retourner ce petit stigmate, hein, quand il s'agit de l'impôt. Soyons subtils. Hein. Et voyons que la situation d'aujourd'hui est un progrès par rapport à la situation d'hier sur le fait qu'on a un impôt plus proportionnel. Bon, on n'avait pas ça. Hein. Bon, ça rejoint encore l'évolutionnaire révolutionnaire, mais bon, on n'y est pas encore avec la perte de souveraineté de la France. Bref. « 127, 128. Alors. Donc, on va parler de démocratie, là. Hein, le passage. Je parlais de liberté. Hein, on va parler de liberté démocratique pour le travailleur. Hein. On va montrer à quel point Jaurès montre que le capitalisme est antidémocratique. Pour que le travail soit vraiment libre, il faut que tous les travailleurs soient appelés pour leur part à le diriger. Il faut qu'ils participent au gouvernement économique de l'atelier, comme ils participent par le suffrage universel au gouvernement politique de la cité. Il dit aussi, or les prolétaires jouent dans l'organisation capitaliste du travail un rôle passif. Comme, si vous voulez, sous le directoire, il y avait les citoyens actifs et les citoyens passifs, hein, avec un impôt censitaire. Donc du coup, c'était les riches qui pouvaient être électeurs et être élus aussi. Bref, souvent, c'est souvent les bourgeois qui sont élire aujourd'hui dans le régime capitaliste. Il n'y a plus trop de... Enfin, c'est que quand il y a un parti communiste ou un parti socialiste à la Jaurès ou un parti communiste à la Val-des-Crochets, par exemple, que c'est des ouvriers qu'on retrouve à l'Assemblée. Je parle pour la France. Dans le cas du parti bolchevique, il y avait des ouvriers qui étaient députés au Soviet suprême. Ouais, parce que c'était une nation de prolétaires, l'Union soviétique. Elle avait des problèmes de démocratie politique, mais en revanche, il y avait des ouvriers qui avaient des fonctions d'État. Donc de ce côté-là, elle était un peu plus démocratique sur ce côté-là. Pas sur l'aspect pluralisme, mais sur l'aspect classe populaire. On va parler socialisme à la vie. Hein. Alors, on parlait encore de morale socialiste, d'humanisme, de droits de l'homme.
quelque part. Et on va refuter les conceptions, disons, bourgeoises des droits de l'homme et y insuffler une conception prolétarienne des droits de l'homme. Ça, c'est très intéressant. Donc, Jaurès commence. La domination d'une classe est un attentat à l'humanité. Le socialisme, qui abolira toute primauté de classe et toute classe, est donc une restitution de l'humanité. Dès lors, c'est pour tous un devoir de justice d'être socialiste. Qu'on n'objecte pas, comme le font quelques socialistes et quelques positivistes, qu'il est puéril et vain d'invoquer la justice, que c'est une idée toute métaphysique et ployable en tous sens, et qu'en cette pourpre banale de toutes les tyrannies se sont taillées un manteau. Non, dans la société moderne, le mot de justice prend un sens de plus en plus précis et vaste. Il signifie qu'en tout homme, en tout individu, l'humanité doit être pleinement respectée et portée le plus haut. Or, il n'y a vraiment humanité que là où il y a indépendance. Volonté active, libre et joyeuse, adaptation de l'individu à l'ensemble. Là où des hommes sont sous la dépendance et à la merci d'autres hommes, là où les volontés ne coopèrent pas librement à l'œuvre sociale, là où l'individu est soumis à la loi de l'ensemble par la force et par l'habitude, et non point par la seule raison, l'humanité est basse et mutilée. C'est donc seulement par l'abolition du capitalisme et l'avènement du socialisme que l'humanité s'accomplira. Je sais bien que dans la Déclaration des droits de l'homme, la bourgeoisie révolutionnaire a glissé un sens oligarchique, un esprit de classe. Je sais bien qu'elle a tenté d'y consacrer à jamais la forme bourgeoise de la propriété. Et que par même, dans l'ordre politique, elle a commencé par refuser le droit de suffrage à des millions de pauvres devenus des citoyens passifs. Je sais aussi que d'emblée, les démocrates se sont servis du droit de l'homme, de tous les hommes, pour demander et conquérir le droit de suffrage pour tous. Je sais que d'emblée, les prolétaires se sont appuyés sur les droits de l'homme pour soutenir les mêmes revendications économiques. Je sais que la classe ouvrière, quoiqu'elle n'eût encore en 1789 qu'une existence rudimentaire, n'a pas tardé à appliquer, à élargir les droits de l'homme dans un sens prolétarien. Je fais une petite parenthèse, il y a deux déclarations des droits de l'homme, celle de 1789 et celle de 1793 avec l'idée de secours public, d'instruction publique, enfin, et que du coup, 1789, c'est avant la République, et 1793, c'est République jacobine avec constitution montagnarde, qui est une constitution très à gauche, qui n'est pas une constitution communiste, mais socialisante et très démocratique. Je continue, pardon. Dans un sens prolétarien. Je sais que la classe ouvrière, quoiqu'elle n'eût en 1789 qu'une existence rudimentaire, n'a pas tardé à appliquer, à élargir les droits de l'homme dans un sens prolétarien. Elle a proclamé dès 1792 que la propriété de la vie était la première de toutes les propriétés, et que la loi de cette propriété souveraine devait s'imposer à toutes les autres. Or, enhardissez le sens du mot vie. Comprenez-y non seulement la subsistance, mais toute la vie, tout le développement des facultés humaines. Et c'est le communisme même que le prolétariat greffe sur la Déclaration des droits de l'homme. Ainsi, d'emblée, le droit humain proclamé par la Révolution avait un sens plus profond et plus vaste que celui que lui donnait la bourgeoisie révolutionnaire. Celle-ci, de son droit encore oligarchique et étriqué, ne suffisait pas à remplir toute l'étendue du droit humain. Le lit du fleuve était plus vaste que le fleuve, et il faudrait un flot nouveau, le grand flot prolétarien humain, pour que l'idée de justice enfin soit remplie. C'est le socialisme seul qui donnera à la Déclaration des droits de l'homme tout son sens et qui réalisera tout le droit humain. Le droit révolutionnaire bourgeois a affranchi la personnalité humaine de bien des entraves. Mais en obligeant les générations nouvelles à payer une redevance au capital accumulé par les générations antérieures, et en laissant à une minorité le privilège de percevoir cette redevance, il frappe d'une sorte d'hypothèque au profit du passé et au profit d'une classe toute personnalité humaine. Nous prétendons, nous, au contraire, que les moyens de production et de richesse accumulés par l'humanité doivent être à la disposition de toutes les activités humaines et les affranchir.
Selon nous, tout homme a dès maintenant un droit sur les moyens de développement qu'a créé l'humanité. Ce n'est pas une personne humaine, toute débile et toute nue, exposée à toutes les oppressions et à toutes les exploitations qui vient au monde. C'est une personne investie d'un droit et qui peut revendiquer pour son entier développement le libre usage, les moyens de travail cumulés par l'effort humain. Tout individu a droit à l'entière croissance. Il a donc le droit d'exiger de l'humanité tout ce qui peut seconder son effort. Il a le droit de travailler, de produire, de créer sans qu'aucune catégorie d'hommes soumette son travail à une usure et à un joug. Et comme la communauté ne peut assurer le droit de l'individu qu'en mettant à sa disposition les moyens de produire, il faut que la communauté elle-même soit investie sur ces moyens de produire d'un droit souverain de propriété. Voilà. Donc vous avez l'idée, quelque part, si vous voulez, philosophique marxiste d'homme total, qui est de ce droit au libre développement de l'être humain, hors de l'aliénation capitaliste, de ses capacités, de ses facultés humaines au sens large, qu'elles soient intellectuelles, artistiques, sportives, physiques, manuelles, si vous voulez, toute l'idée d'arriver à ce qu'on appelle l'homme, ce que Marx appelle l'homme total, qui, hors des contraintes économiques du capitaliste, peut se développer en tant qu'être humain, en tant que personne, hors du système capitaliste, qui est un système aliénant. On va continuer sur d'autres passages, eux-mêmes ont une dimension qui peut être philosophique quelque part, plutôt historique. Jaurès a dit qu'il ne fallait pas confondre les radicaux, cette gauche non communiste, non socialiste, avec les modérés, les libéraux, les réactionnaires, qu'elle était relativement progressiste en comparaison. Néanmoins, il les critique, et assez violemment d'ailleurs. Les républicains radicaux, c'est pour ceux qui ne savent pas, ce sont les républicains favorables, qui ne sont pas les républicains opportunistes, qui ne sont pas simplement qui vont pas se limiter à la forme républicaine, mais qui vont être pour le suffrage universel, pour des mesures comme la séparation de l'Église et de l'État, voilà, qui sont l'égalité en droit, tout ça, tout ça, tout ça. Ce sont des républicains progressistes, mais encore un peu bourgeois, en comparaison des socialistes. Le PRG sans la mais là, le PRG, mais avec la souveraineté de la nation. Enfin, quoique. Ouais, le PRG, c'est un peu de la merde. Ils sont très mous sur la laïcité. Bon, voilà. Qu'il n'est pas aujourd'hui dans la New Left, dans la gauche d'aujourd'hui. Hein. Alors, on va commencer. De la propriété individuelle, les radicaux et la propriété individuelle. Citer quelques passages qui sont assez édifiants. Les radicaux et la propriété individuelle. La démocratie sous l'action du prolétariat organisé évolue irrésistiblement vers le socialisme, vers une forme de propriété qui arrache l'homme à l'exploitation de l'homme et met fin au régime des classes. Les radicaux se flattent d'arrêter ce mouvement, en promettant à la classe ouvrière quelques réformes, et en se proclamant les gardiens de la propriété individuelle. Ouvrez les guillemets, en parenthèse, du coup, c'est un peu les SOSDEM de l'époque. Bon, je reprends le texte. Ils espèrent par quelques lois de réforme et de solidarité sociale retenir une grande partie du prolétariat et par la défense de la propriété individuelle animée contre le socialisme, les forces conservatrices, la taille et la moyenne, les forces conservatrices, la petite et la moyenne bourgeoisie, les petits propriétaires paysans. Tout d'abord, c'est une véritable déchéance intellectuelle pour un parti de démocratie que de souscrire à de pareilles formules. Comment des hommes aussi cultivés que M. Léon Bourgeois, parenthèse, il porte bien son nom, fermez les parenthèses, je sais pas ce qu'elle dit Jaurès, il porte bien son nom, Léon Bourgeois. Je continue. Et M. Camille Pelletan, des hommes aussi cultivés que M. Léon Bourgeois et M. Camille Pelletan ont-ils pu croire que la déclaration du Parti radical affirmant le maintien
de la propriété individuelle avait un sens. Ainsi employé de façon générale abstraite, le mot de propriété individuelle ne signifie rien. Dans l'évolution humaine, la propriété individuelle a changé bien des fois de forme et de substance, de sens et de contenu. La propriété individuelle a été, dans les sociétés qui ont précédé la nôtre, la forme d'oppression définitivement abolie. La propriété individuelle a été, dans les sociétés qui ont précédé la nôtre, la forme d'oppression définitivement abolie. L'esclavage a été un des modes de la propriété individuelle. Il y avait à Athènes et à Rome des esclaves publics, esclaves de la cité ou de l'État, mais la plupart des esclaves faisaient partie du patrimoine individuel des citoyens. La propriété des esclaves était une partie de la propriété individuelle. Ou bien ils travaillaient le domaine foncier du maître grec ou romain, ou bien ils travaillaient à son profit dans les ateliers urbains. Ce sont des individus qui les possédaient, qui en disposaient, qui les soumettaient au labeur forcé, qui les donnaient, les vendaient, les transmettaient. Et de même, quand l'effondrement de la société antique et du régime romain fondé sur la conquête et l'esclavage fut amendé en servage, les serfs aussi furent, sur la glèbe, objet de quelques propriétés individuelles. Il y avait sous les Mérovingiens, sous les Carolingiens, des serfs du roi attachés à la glèbe du domaine royal, des serfs d'église attachés à la terre des abbayes. Mais l'immense majorité des serfs appartenaient à des seigneurs, qui étaient en définitive à peu près des grands propriétaires fonciers possédant de plus en plus à titre individuel. C'est le seigneur qui dispose du travail des serfs. Serfs agricoles disséminés sur l'immense domaine, serfs industriels, boulangers, charrons, orfèvres, fileurs, tisseurs, réunis dans les annexes de la maison seigneuriale. Tous, ils sont sous la loi d'un individu. Ils sont compris dans sa propriété. Ils sont vendus par lui avec le domaine. Ils sont comme la terre même, comme la prairie, comme la vigne, comme les bœufs, un des objets sur lesquels la propriété individuelle s'exerce. J'entends bien que l'esclavage et le servage ont été éliminés de la propriété individuelle. Mais les radicaux peuvent-ils avoir l'assurance que tout élément de servitude, d'oppression, d'injustice en a disparu? Et de quel droit prononcent-ils, de façon générale et abstraite, le mot de propriété individuelle, alors que le sens de ce mot varie avec le mouvement même de l'histoire? Du coup, en parenthèse, hein, quand on distingue, nous autres communistes, on distingue la propriété privée lucrative, j'entends, de la propriété personnelle de ta petite maison. Voilà. On la conçoit comme un rapport social, ce qu'on va évoquer par la suite, hein, un peu sur ce sujet. Hein, mais on a cette conception-là de cette propriété comme forme de domination par la propriété économique, lucrative. Distingue de, par exemple, lorsque je possède ce micro, j'exploite personne. Lorsque je possède une usine, voilà, lorsque c'est la propriété, pas en tant que telle, hein, c'est pas la propriété en tant que telle, c'est que cette propriété, elle génère du pognon, des avoirs, des recettes, et pas c'est le mot micro, mais qui, en fait, à partir de laquelle on emploie des gens pour faire le boulot à notre place, on les sous-paie, on fait du pognon avec des gens, on tire ce qu'on appelle la plus-value de leur travail, et on les vole en quelque sorte, en fait. Dans cette propriété, il y a du vol. J'ai pas envie de faire du proudhon en disant que c'est la propriété du vol, mais voilà, c'est ce qu'on appelle l'extraction de la plus-value. Hein. Et c'est un rapport social d'exploitation dans lequel le prolétaire vend sa force de travail au propriétaire du capital. On va continuer, camarades. Donc, Jaurès nous donne une perspective historique. Donc, on va continuer sur cette voie. On va les continuer à peu près jusqu'au bout. De même que dans l'Antiquité, la propriété individuelle admettait l'esclavage, de même qu'au Moyen Âge, elle comportait le servage, elle comporte aujourd'hui le salariat. Certes, je ne m'amuserai pas au triste paradoxe réactionnaire de quelques socialistes qui disent que l'esclave et le serf étaient plus heureux que le salarié. La condition
matérielle et morale de l'ouvrier moderne est, dans l'ensemble, supérieure à celle de l'esclave et du serf. Mais en ce moment, il ne s'agit point de cela. Je dis simplement qu'aujourd'hui, la propriété individuelle a la forme capitaliste, qu'elle permet à une minorité d'individus privilégiés de disposer du travail, des forces, de la santé des prolétaires, et de lever sur eux un perpétuel tribut. Je dis que lorsque les radicaux déclarent tout court qu'ils veulent maintenir la propriété individuelle, ou cela ne signifie rien, ou cela signifie qu'ils veulent maintenir la propriété capitaliste. Quiconque, en Grèce et à Rome, aurait déclaré tout simplement qu'il entendait maintenir la propriété privée, eût déclaré par là même qu'il maintenait l'esclavage. Quiconque au Moyen Âge eût déclaré tout simplement qu'il entendait maintenir la propriété individuelle ou personnelle, aurait maintenu par là même le servage et la féodalité. Et aujourd'hui, quand les radicaux, en une formule toute générale, annoncent au monde qu'ils veulent maintenir contre nous la propriété individuelle, ils se constituent par là même gardiens de la propriété capitaliste. Et quelle pauvreté dans ces formules abstraites! Elles ne se bornent pas à immobiliser le sens de la propriété individuelle, qui est aujourd'hui en mouvement. Elles le simplifient arbitrairement. Or, non seulement d'époque en époque, la propriété individuelle change de signification, mais elle a un degré de complication tout à fait variable. Tantôt elle s'applique à des rapports sociaux très complexes, tantôt elle paraît se simplifier. Et il y a des heures où le progrès de l'humanité exige que la notion de propriété se complique. Il y a des heures où elle exige qu'elle se simplifie. Quand l'esclavage fut amendé en servage, il y eut complication de la propriété. Les rapports du maître à l'esclave étaient d'une simplicité brutale. Puis au Moyen Âge, lorsque le serf a une famille, un patrimoine, le maître n'en dispose plus aussi aisément. La propriété individuelle du maître sur le serf est moins aisée à définir, plus simple que la propriété individuelle du maître sur l'esclave. La personnalité humaine, qui était souvent nulle chez l'esclave et qui se manifeste mieux chez le serf, complique les rapports de propriété. Elle introduit dans la notion de propriété individuelle des éléments multiples et flottants. Et ici, cette complication de la propriété est un progrès certain. Au contraire, à la fin du XVIIIe siècle, quand l'heure fut venue où les bourgeois et les paysans purent abattre le système féodal, c'est dans le sens d'une simplification de la propriété que s'exerça la Révolution. Elle débarrassa la propriété industrielle de toutes les servitudes et complications du régime corporatif. Elle débarrassa la propriété rurale de l'énorme enchevêtrement des droits féodaux et ecclésiastiques. Le bourgeois, le paysan devinrent plus nettement, plus absolument propriétaires qu'ils n'étaient sous le régime féodal. Et à ce moment, dans le passage du féodalisme au capitalisme, la simplification au moins apparente de la propriété fut un progrès humain. Comme 12 siècles plus tôt, dans le passage de l'esclavage au servage, la complication de la propriété avait été un progrès humain. J'ai lu avec passion le beau livre tout récent paru chez Giard et Brière, où M. Henri C. trace l'histoire des classes rurales et du régime domanial en France et au Moyen Âge. Il a marqué avec force la complication changeante et la transformation perpétuelle de la propriété. Il apparaît clairement aussi, dit-il, dans sa conclusion, qu'au Moyen Âge, l'on a de la propriété une conception sensiblement différente de celle qui nous est familière. Ne voit-on pas à la fois le suzerain, le vassal et le tenancier exercer à des titres différents des droits sur la terre? Le paysan usufruitier héritaire de sa tenure, et le paysan usufruitier héréditaire de sa tenure peut être en un sens considéré comme propriétaire, que les droits domaniaux disparaissent et la terre qu'il cultive lui appartiendra sans restriction. Les droits d'usage, dont jouissent collectivement les habitants d'un même domaine, constituent aussi, à certains égards, une véritable propriété. C'est-à-dire que la propriété au Moyen Âge a un caractère plus complexe, beaucoup moins abstrait et tranché que de nos jours. Loin d'être immuable, le concept de propriété s'est donc modifié. Ils ont mis en italique. Loin d'être immuable, le concept de propriété s'est donc modifié au cours des siècles,
Nul doute qu'ils ne se modifient encore à l'avenir, qu'ils ne suivent dans leur évolution les phénomènes économiques et sociaux. Voilà la grande et large conclusion à laquelle aboutit de plus en plus l'école historique française. Que, que signifie en face de ces constatations souveraines de l'histoire et de cette évolution vivante du concept de propriété la formule scolastique et enfantine des radicaux? De même qu'il s'est déjà modifié, le concept de propriété se modifiera encore. Et il est certain que maintenant, c'est dans le sens d'une complication plus grande, d'une complexité plus riche qu'il va évoluer. Une force nouvelle est apparue, qui va compliquer et transformer tous les rapports sociaux, tout le système de propriété. Cette force nouvelle, c'est l'individu humain. Pour la première fois depuis l'origine de l'histoire, l'homme réclame son droit d'homme. Tout son droit. L'ouvrier, le prolétaire, le sans-propriété s'affirme pleinement comme une personne. Il réclame tout ce qui est de l'homme, le droit à la vie, le droit au travail, le droit à l'entier développement de ses facultés, à l'exercice continu de sa volonté libre et de sa raison. C'est sous la double action de la vie démocratique qui a éveillé ou fortifié en lui la fierté humaine et de la grande industrie qui a donné aux prolétaires groupés la conscience de leur force, que le travailleur devient une personne et veut être partout et toujours traité comme tel. Or, la société ne peut lui assurer le droit au travail, le droit à la vie. Elle ne peut l'élever du salariat passif à la coopération autonome sans pénétrer elle-même dans la propriété. La propriété sociale doit se créer pour garantir une vraie propriété individuelle, la vraie propriété individuelle, la propriété que l'individu humain a et doit avoir de lui-même. Ainsi, un droit social de propriété se constitue nécessairement au profit des travailleurs. Et ce droit social se communique aux associations diverses, communes, coopératives, syndicats, qui peuvent, de plus près que la nation et avec plus de souplesse, garantir le droit des individus, leur activité ainsi affranchie. Ainsi, à la propriété capitaliste relativement simple et brutale se substituera une propriété infiniment complexe. Le droit social le droit social de la nation servira à assurer, par l'intermédiaire de groupements multiples, locaux ou professionnels, le droit essentiel de toute personne humaine, l'essor libre de toute activité. Tout élément capitaliste aura disparu. Aucun homme ne pourra se servir d'autre homme pour se créer des dividendes, des bénéfices, des rentes, des loyers, des fermages. Mais la propriété nouvelle, en sa complexité vaste, nationale, communale, corporative, coopérative, entre parenthèses, corporative, j'imagine que tu parlais plus ou moins lié au monde du travail, au syndicat, pas corporation de l'Ancien Régime, plutôt peut-être socialiste de guilde, on va dire, socialiste de guilde, on va dire, bon, bref. Je continue. Mais la propriété nouvelle, en sa complexité vaste, nationale, communale, corporative, coopérative, sera en même temps individuelle, car aucun individu ne sera livré ou à l'exploitation d'autres individus, ou à la tyrannie des groupes, ou au despotisme de la nation, et le droit de chacun sera garanti par des contrats précis et souples qui seront, jusque dans la propriété commune, la forme épurée de la propriété individuelle. Ainsi se vérifiera la conclusion de l'historien, que le concept de propriété doit se modifier encore. En ce sens, il n'est pas un chercheur, il n'est pas un érudit qui ne travaille à démontrer le ridicule, la puérilité de la formule radicale. Je voyais dans le volume de Monsieur C la longue liste des hommes de science, chartistes, archivistes, historiens, qui ont ou recueilli ou ordonné ou déjà interprété les documents dont il se sert. Et certes, parmi ces hommes, il en est beaucoup qui appartiennent ou qui croient appartenir au parti de conservation, quelques-uns même au parti de réaction. Mais tous, quel que soit leur système personnel, quelle que soit leur croyance, tous ils servent la cause de l'évolution, c'est-à-dire en ce moment la cause du socialisme. Parce qu'ils ne s'arrêteront pas à la surface de l'histoire. Parce qu'ils pénètrent le fond et qu'ils découvrent aux hommes l'éternel mouvement qui décompose et recompose selon des formes et des lois nouvelles la propriété. Et il est impossible que de proche en proche, ces études de maître ne pénètrent pas jusqu'à la jeunesse bourgeoise. Ainsi, quand les radicaux, pour arrêter ou pour ralentir le mouvement d'émancipation du prolétariat, parleront du maintien
nécessaire de ce qu'ils appellent en jargon scolastique la propriété individuelle, ils seront pris entre la colère de la démocratie ouvrière qui leur reprochera justement de défendre sous ce mot ambigu la propriété capitaliste et le dédain de la science qui opposera à leur conception abstraite et immobile de la propriété la réalité du mouvement historique. Vous voyez la complexité de cette notion. Alors évidemment, nationale sera la propriété, mais aussi coopérative, syndicale, etc. Parce que nous avons personnel aussi, individuel en un sens. Hein, on ne va pas vous collectiviser vos chemises, hein, ou vos chaussettes, ou votre ordinateur, ou votre lit, ou votre bibliothèque. Hein. Vous avez le droit d'avoir des petits effets personnels. Mais, ou votre jardin, si vous habitez avec un petit jardin. Mais on a plutôt une complexité d'échelle dans ce socialisme. Hein, et des formes complexes de propriété, assurées par un droit socialiste, communiste. Hein, ce n'est pas une formule abstraite et générale. Non, c'est une question d'échelle, de taille, hein, qui sera plus complexe évidemment que le simple domination des capitalistes, mais qui sera harmonieuse selon l'échelle, la taille, le contexte. Alors, on va continuer et on va encore parler de démocratie. Hein, dans ces conceptions-là, dans cette conception-là, parce qu'on va revenir à la notion de démocratie. Ça, c'est la petite suite hein, d'évolution démocratique de la chose, hein, du socialisme. Leur approche où nul ne pourra parler devant le pays du maintien de la propriété individuelle sans se couvrir de ridicule et sans marquer soi-même un signe d'infériorité. Ce qui règne aujourd'hui sous le nom de propriété individuelle, c'est une propriété de classe. Et ce n'est pas au maintien de cette propriété de classe, c'est à son abolition que doivent travailler d'un effort continu ceux qui veulent l'avènement de la démocratie, dans l'ordre économique comme dans l'ordre politique. Donc, voilà, je vous ai lu tous les extraits de Jean Jaurès. Enfin, ça, c'est le travail est fait de ce côté-là. Le socialisme, le communisme, on a beaucoup de marxistes ou de gauchistes qui le réduisent à une conception purement économique, ou alors en évacuant. Soit on a des aujourd'hui, soit on a des communistes un peu marxistes ou des gauchistes qui sont un peu en mode marxisme fossilisé, pas très vivant, qui réduisent tout à de l'économie, mais en étant nihilistes sur les autres notions, qu'elles soient morales, géopolitiques, institutionnelles, philosophiques, etc. Ou alors qui sont carrément dans un dogme dans lequel l'histoire elle prend un sens précis, mais bon, qui n'ont pas l'air d'avoir une vision aussi vivante et riche que celle de Jaurès. Soit on tombe chez des gens qui ne parlent même plus d'économie, hein, et qui se fichent carrément de la vision qu'en a Jaurès. Hein. Jaurès n'exclut pas les nationalisations, n'exclut pas les coopératives, il considère que les deux sont complémentaires sur des échelles, bon, vous voyez, enfin. Et il y a une perspective civilisationnelle, une perspective humaniste, une perspective démocratique, une perspective de dignité, de morale, de dignité de l'homme, de progrès de la raison, chez Jaurès, qui est tout à fait respectable, et qui n'a rien à voir avec une New Left qui a complètement, en fait, si vous voulez, qui s'est complètement coupé, si vous voulez, ce que j'appellerais une gauche des Lumières, une gauche qui se rattache à la philosophie des Lumières et au mouvement républicain. Il y a une continuité historique, et plutôt une continuité de principes philosophiques et moraux, entre le socialisme, le communisme, si vous voulez, et la République et la démocratie. Donc, notamment le républicanisme à la française. Et en ce sens, c'est en ce sens précis que Jaurès, dans ses études socialistes, nous est précieux. Et je vous encourage vivement à vous intéresser à Jaurès, à lire Études socialistes de Jaurès, hein, de lire ce livre-là, Études socialistes de Jaurès, aussi tous ces autres textes, hein, bien sûr, hein, que ce soit les deux méthodes, le socialisme et la vie, matérialisme et idéalisme dans la conception de l'histoire, que ce soit
toutes ces méthodes, tous ces, si vous voulez, tous ces... excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte un peu. J'ai des peu bouché ce temps-ci. Euh, eh bien, toutes ces... je suis allergique au pollen. Il fait un peu l'hiver. Bon. Tous les textes de Jaurès, en général, hein, je conseille, entre autres, Études socialistes vers la République sociale, hein, Études socialistes, Discours à la jeunesse. Je crois qu'il y a vers la laïque aussi. Pour la laïque, hein, dans laquelle il défend l'école républicaine laïque, Jaurès, pour la laïque aussi. Donc en fait, je vous conseille, si vous intéressez aux socialistes, de vous intéresser à Jean Jaurès. Tout comme je vous encourage aussi à vous intéresser à Marx et à Lénine, hein, à enrichir votre vision du marxisme de Marx, de Lénine, de Jaurès, de Kluskar, de Babeuf, de Connolly, de Gramsci, de tous les auteurs intéressants en fait. Et de vous faire votre opinion, évidemment. Hein. Il y a plein d'auteurs marxistes qui sont super intéressants, d'auteurs socialistes, communistes. Hein. De Daniel De Leon aussi, dans le contexte américain. Il n'a peut-être pas écrit beaucoup de choses, mais voilà, il est très intéressant. Hein, et d'étudier ces personnages-là, en fait. Hein, de voir votre avis et de vous étudier plutôt qu'avoir les stéréotypes de Jaurès, c'est un social-démocrate humaniste, oulala, c'est un gentil pacifiste, et de vous limiter à ça. Ou même de certains qui ont récupéré Jaurès pour en faire un européiste et pour en faire quelqu'un complètement nihiliste sur la nation alors que c'est un jacobin. Certains un peu trop régionalistes, mais patriotes, favorables à un protectionnisme quand ils parlent d'un socialisme douanier. Jaurès, c'est pas Mélenchon. Hein. Jaurès est à gauche. Jaurès est de gauche. Il n'est pas mélenchoniste. Il n'est pas de droite comme Mélenchon. Pour moi, Jaurès, c'est la gauche. Pour moi, Mélenchon est à la droite de Blum. Hein. C'est-à-dire que Blum, c'était un social-démocrate. Il n'était pas anticapitaliste. Mais au moins, c'était pas la libre circulation des capitaux comme aujourd'hui Mélenchon. Mélenchon n'a pas toujours été comme ça, bien sûr. À une époque, il était sur un protectionnisme social, plutôt critique de l'Union européenne. Aujourd'hui, il fait alliance avec les Verts, hein, avec les écolos, les pseudo-écolos bobos. Hein, comme par exemple à une époque, il était contre le port du voile en disant que c'était un torchon. Vous rechercherez le personnage. Et aujourd'hui, il est plutôt du côté des fréristes. Hein, hier, Mélenchon était plutôt pour l'universalisme républicain, aujourd'hui pour le communautarisme et la créolisation qui veut rien dire en fait, qui n'est plus du coup le vivre ensemble, mais un truc bizarroïde, d'électoralisme bizarroïde avec du communautarisme. Pareil avec tous les sujets sociétaux qui remplacent les sujets sociaux avec Mélenchon. Bon, bref. Entre Jaurès et Mélenchon, il n'y a pas photo. Hein. La gauche, c'est Jaurès, pas Mélenchon. Hein. Voilà. Alors, sur ce, camarades et citoyens, camarades et citoyennes, que vous soyez d'accord avec moi, hein, vous avez le droit d'avoir votre propre avis. Moi, je suis démocrate, je ne suis pas Mélenchon. Hein, je ne suis pas Sandrine Rousseau, pardon. Plus proche des idées de Jean-Jacques. J'ai fait un jeu de mots avec Jean-Jacques et Sandrine. Hein, Rousseau, Jean-Jacques, oui, Sandrine, non. Mais je suis un démocrate, donc je suis avec Jean-Jacques et contre Sandrine. Voilà. Mais vous avez le droit d'avoir votre propre avis sur la question, d'être en désaccord avec moi. Pour autant, hein, même si vous êtes mélenchoniste, vous critiquerez, hein, bon démocrate que je suis. La critique est dans le pluralisme et le si on a plus, s'il y a plus, les critiques et les pluralistes sont quand même liés. Hein, s'il y a plus de pluralisme, il n'y a plus de critique possible, et s'il n'y a plus de critique, ben du coup on laisse, du coup il n'y a plus de pluralisme possible. c'est intrinsèquement lié. Eh bien, de tout cœur, les mélenchonistes, les non-mélenchonistes, les anti-mélenchonistes, les jaurésiens authentiques, les léninistes, les jacobins, les gaullistes sociaux, même les réactionnaires, les libéraux et les gauchistes, je vous souhaite de prendre soin de vous. Parce que je suis pour un socialisme humaniste.
et que ce n'est pas la rancune entre nous, ce n'est pas les idéologies identitaires de gauche et de droite ou les projets anarchisants qui vont nous sauver. Ce qui va nous sauver, c'est un humanisme authentiquement concret, une pensée républicaine de gauche sérieuse, structurée, pensée au niveau de l'État, de la nation, de l'économie, philosophiquement relativement pensée, hein, qui peut s'améliorer bien sûr, qui nous sauvera. C'est pas les ressentis identitaires ou l'idéalisme ambiant ou le subjectivisme. On n'est pas américain, on est français. Hein. On n'est pas dans un modèle communautaire américain, j'espère. On n'est pas encore sombré jusque-là. Hein, les dualismes libéral et le communautarisme identitaire à l'américaine, nous, quand on est communiste, on n'est pas censé être pour, on est plutôt censé être pour le modèle de l'universalisme républicain français. C'est pour ça que je défends Jaurès avec passion et que nous avons besoin de nous enrichir de sa pensée pour continuer à vivre et à développer le socialisme, le communisme, à abattre le capital. Sur ce, je vous souhaite de vous prendre vraiment soin de vous, de passer de bonnes fêtes de Noël, de fin d'année. Enfin, vous savez, Noël c'est un peu passé, mais de prendre soin de vous, de profiter de la vie. Et vous en profiterez d'ailleurs mieux sous le socialisme, je pourrais vous dire. Parce que vous aurez les moyens. Bon, on n'y est pas encore, mais bon, faisons les efforts pour. Déjà, abonnez-vous à ma chaîne. Et peut-être qu'on pourra diffuser certaines idées sur le sujet. Je fais mon travail de citoyen. Courage à vous, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Raison, égalité, solidarité ou la mort, nous vaincrons.